Bonjour et bienvenue. On part aujourd'hui d'une idée qui semble gravée dans le marbre du débat public. Oui, cette idée que l'inégalité économique serait forcément mauvaise pour notre santé mentale, pour notre bien-être. C'est ça. C'est une conviction tellement forte que même des organisations comme l'ONU ou l'OMS, elles s'en servent comme base pour recommander des politiques publiques. Et voilà que, paf, une nouvelle étude massive vient jeter un énorme pavé dans la mare. C'est une méta-analyse, elle est en prépublication dans la revue Nature, rien que ça. Une méta-analyse, c'est-à-dire qu'elle synthétise plein d'autres études. Exactement, 168 autres études. Et les chiffres, franchement, donnent le vertige. Les chercheurs, c'est une équipe menée par Nicolas Sommet, ils ont brassé les données de plus de 11 millions de personnes dans le monde. 11 millions, c'est absolument colossal. C'est du jamais vu. Notre mission aujourd'hui, c'est donc de plonger dans ce document pour voir ce qu'il révèle vraiment. Ce lien qu'on croyait si évident entre inégalité et mal-être. Est-ce que c'est un mythe? Ou est-ce que la réalité est, comme souvent, bien plus nuancée, bien plus complexe? C'est ce qu'on va essayer de creuser ensemble. Allons vu. Bon, alors, ils ont cette montagne de données. L'étude se penche sur deux choses. Le bien-être subjectif, donc en gros le bonheur, la satisfaction de vie, Oui, et la santé mentale, qui couvre des troubles comme la dépression, l'anxiété. Quand il lance la grande analyse, quel est le tout premier résultat qui s'affiche? c'est là que la première grosse surprise arrive. Et les résultats, au premier abord, semblent même se contredire. Ah, Du côté du bien-être subjectif, le bonheur donc, la méta-analyse ne trouve rien, rien. rien du tout. Aucune association significative avec l'inégalité économique. L'effet est statistiquement nul. Pour donner un chiffre, le rapport de cote est de 0,997. D'accord. Il faut savoir qu'un rapport de 1, c'est l'absence totale d'effet. On en est donc incroyablement proche. Attends, une seconde. Zéro corrélation, hein. Ça veut dire que statistiquement, le niveau d'inégalité d'un pays n'a aucun lien avec le bonheur moyen de ses habitants. C'est ce que ce premier résultat dit. C'est déjà une affirmation qui va à contre-courant de beaucoup d'idées reçues. Carrément. Mais bon, le bonheur et la santé mentale, ce n'est pas tout à fait la même chose. Est-ce qu'on retrouve ça pour les troubles comme la dépression? Non, et c'est là que ça devient étrange. Pour la santé mentale, l'analyse initiale trouve bien une association négative. Mais, et c'est un grand mais, elle est très très faible. C'est-à-dire? Concrètement, si on augmente l'indice de Gini, la mesure classique de l'inégalité, de 0,05 points, eh bien ça correspond à une augmentation de seulement 4% des chances de souffrir d'un problème de santé mentale. 4%. C'est un effet qui existe, sur le papier, oui, mais il est vraiment modeste. D'accord, donc si je récapitule ce premier aperçu, un tout petit effet négatif sur la santé mentale, mais Exactement. aucun effet sur le bonheur, c'est déjà un tableau beaucoup plus flou que ce qu'on entend d'habitude. Exactement. Et les auteurs eux-mêmes sont les premiers à dire attention, ils lèvent tout de suite deux drapeaux rouges. Lesquels? Le premier, c'est une hétérogénéité immense. Les 168 études qu'ils analysent partent dans tous les sens. C'est un très mauvais signe en général. D'accord, pas fiable? C'est ça. Ça veut dire que la méthodologie est trop fragile pour qu'on puisse vraiment croire aux conclusions. Le défaut le plus courant, c'est de ne pas contrôler des facteurs qui sont pourtant évidents. Par exemple? Par exemple, beaucoup oublient de prendre en compte le revenu individuel des gens ou la richesse globale du pays. C'est un peu comme essayer de prouver que la vente de glace cause des noyades en oubliant de prendre en compte le facteur clé, le beau temps. Je vois l'idée. D'accord, donc les données de base sont un peu bancales, et on a ce tout petit effet bizarre sur la santé mentale. Ça sent l'enquête à plein nez. Absolument. Et les chercheurs ne se sont pas arrêtés là, bien sûr. J'imagine, non? Non, et c'est là que leur travail devient une véritable investigation scientifique. Ils ont flairé que quelque chose clochait et ils ont suspecté un coupable bien connu en science. Le biais de publication. Le biais de publication. C'est un piège redoutable. C'est la tendance qu'ont les revues scientifiques, et les chercheurs eux-mêmes d'ailleurs, à préférer publier des études qui trouvent un résultat. Surtout un résultat spectaculaire ou qui confirme une idée à la mode. Donc, une étude qui conclut «l'inégalité est un poison pour la santé mentale» a beaucoup plus de chances d'être publiée Énormément plus. qu'une étude qui dit «on a cherché et on n'a rien trouvé». Exactement. C'est le cauchemar de tous les doctorants. Tu passes 2 ans sur un sujet pour montrer qu'il n'y a pas d'effet et personne ne veut de ton papier. Ce qui veut dire qu'avec le temps, on se retrouve avec une bibliothèque de recherche qui pointe massivement dans une seule direction, Oui,
Alors que dans les tiroirs des labos, il y a peut-être des centaines d'études qui disent le contraire. On finit par prendre une illusion pour une vérité. Précisément. Et ce biais est encore plus pervers avec les petites études, celles avec peu de participants. Pourquoi? Parce qu'elles sont moins précises, donc elles ont plus de chances de trouver un résultat significatif par pur hasard. Et si ce hasard va dans le sens du vent, hop, c'est publié. C'est l'accumulation de ces petits coups de chance qui crée une fausse impression de consensus. Et alors, comment ils ont fait pour démasquer ce biais? Ils ont sorti l'artillerie lourde statistique. L'outil le plus parlant s'appelle un funnel plot, un graphique en entonnoir. D'accord. Normalement, toutes les études devraient se répartir joliment de façon symétrique à l'intérieur de cet entonnoir. Mais là, leur graphique était complètement asymétrique. C'est-à-dire? Il manquait plein de petites études qui n'avaient rien trouvé, et à l'inverse, il y avait un surplus très suspect de petites études qui avaient trouvé un effet négatif. D'autres tests ont confirmé le diagnostic. Et donc, le moment de vérité. Une fois qu'on corrige ce biais, qu'on réintègre virtuellement toutes ces études oubliées, que reste-t-il de ce petit lien entre inégalité sentimentale? C'est le cœur de l'article. La conclusion massue. Il ne reste rien. Rien du tout. Rien. L'association disparaît complètement, l'effet redevient statistiquement nul, exactement comme pour le bien-être. C'est un mirage qui s'évapore. C'est radical. L'effet n'était donc qu'une illusion d'optique statistique. Une illusion, c'est le mot. Et pour en être absolument certain, ils ont fait un test de résistance incroyable. Ah oui. Ils ont refait leur analyse de 768 manières différentes en changeant un à un tous les petits paramètres possibles. C'est une technique qu'on appelle une analyse de courbe de spécification. Et le résultat? Il est sans appel. Même avec toutes ces variations, une fois le biais corrigé, plus de 93% des modèles ne montrent aucun effet significatif. La conclusion est donc extrêmement solide. Waouh. D'accord. Laissez-moi digérer ça une minute. Le lien avec le bonheur, il n'a jamais vraiment existé, et le lien avec la santé mentale était un fantôme statistique. On est tenté de conclure, circuler, il n'y a rien à voir, fin de l'histoire. Ah, ce serait trop simple. Et c'est là que l'étude devient, à mon sens, la plus intelligente. C'est-à-dire? Les auteurs ne se sont pas arrêtés à ce constat global d'absence d'effet. Ils se sont dit, le monde n'est pas si binaire. Est-ce qu'il n'y aurait pas des contextes particuliers, des conditions spécifiques où l'inégalité pourrait quand même avoir un impact? Ils ont cherché ce que vous appelez des modérateurs, c'est ça? Des modérateurs, exactement. Des facteurs qui peuvent allumer, éteindre ou même inverser l'effet. Et ils en ont trouvé? Ils en ont trouvé deux qui sont cruciaux. Et le plus fort, c'est qu'ils ont ensuite testé et confirmé ces découvertes sur une autre base de données, complètement indépendante et gigantesque, le Gallup World Poll, avec les réponses de près de 2 millions de personnes. D'accord, là ça devient très solide. Alors, quel est le premier facteur qui change tout? Le premier, c'est le niveau de revenu. Le niveau de revenu. Ouais. Les chercheurs ont montré que ce petit effet négatif sur la santé, celui qu'on voyait avant de corriger le biais, n'existait en fait que dans les études qui portaient sur des populations à faible revenu. Ah, Dès qu'on regarde des groupes plus aisés ou la population dans son ensemble, l'effet disparaît. ah, ça change tout. Ça voudrait dire que l'inégalité en soi n'est pas un problème pour tout le monde. C'est plutôt que vivre dans une société très inégale, quand on est déjà en bas de l'échelle, c'est ça qui fait mal. C'est une excellente façon de le dire. L'inégalité ne serait pas la source du mal-être, mais un amplificateur de la précarité. C'est ça. L'inégalité jette de l'huile sur le feu de la pauvreté. Et le deuxième modérateur est encore plus fascinant, car il concerne le bien-être, là où on n'avait trouvé aucun effet globalement. Ah oui, allez-y. Le deuxième facteur, c'est l'inflation, le climat économique général. L'inflation. Oui. Et là, le résultat est double. Dans un contexte de forte inflation, quand votre pouvoir d'achat fond comme neige au soleil, alors oui, une plus grande inégalité est clairement associée à un plus faible bien-être. Ça, c'est logique. C'est logique. Tout le monde souffre, et voir des richesses extrêmes dans ce contexte, ça nourrit le ressentiment, l'anxiété. Ça paraît intuitif, oui, mais j'entends un « mais » qui arrive. Il y a un énorme mais. Et c'est la plus grande surprise de l'étude. Dans un contexte de faible inflation, de stabilité économique, Oui, c'est l'inverse. Une plus grande inégalité est associée à un bien-être plus élevé. pardon? Plus élevé? Comment c'est possible? Ça semble complètement contre-intuitif. Je sais. C'est un phénomène que les économistes appellent l'effet tunnel. L'effet tunnel? L'image est simple. Imaginez que vous êtes bloqué dans un embouteillage, dans un tunnel. Toutes les fils sont à l'arrêt. Et soudain, la file d'à côté se met à avancer. D'accord. Votre première réaction, ce n'est pas la colère,
C'est l'espoir. Vous vous dites « Ouf, super, le bouchon se résorbe, ça va bientôt être mon tour ». Je vois. Donc, dans une économie stable, voir des gens réussir et s'enrichir, ce ne serait pas perçu comme une injustice, mais plutôt comme le signe qu'il y a des opportunités. Exactement. Comme le signe que l'ascenseur social fonctionne et qu'on pourra peut-être le prendre un jour. L'inégalité devient un signal d'espoir. Alors que dans une économie en crise, avec une forte inflation, Le tunnel est perçu comme bloqué et la voiture qui vous double, c'est juste quelqu'un qui vous passe devant de manière injuste. Le même phénomène est perçu de manière radicalement opposée selon le contexte. donc si on rassemble les morceaux du puzzle, le message, ce n'est pas du tout que l'inégalité est sans importance, c'est qu'elle n'est pas le méchant principal de l'histoire. C'est plutôt un multiplicateur de crises. Est-ce que c'est une bonne image? C'est une image parfaite. Ce travail ne disculpe pas l'inégalité, il la replace dans son rôle. Elle n'est pas la cause directe et universelle du mal-être, elle est un catalyseur. Elle aggrave les problèmes quand ils sont déjà là. Voilà. Comme la pauvreté ou une crise économique. Et en termes de politique publique, ça change complètement la perspective. Si cette analyse est juste, sur quoi devrait-on se concentrer pour améliorer le bien-être collectif? Ça suggère une piste très claire. La stratégie la plus efficace ne serait pas de se focaliser obsessionnellement sur la réduction des écarts, mais sur l'éradication de la pauvreté absolue. Le plus important, ce serait de remonter le plancher, pas forcément d'abaisser le plafond. C'est ça. L'urgence, c'est de s'assurer que tout le monde ait un niveau de vie décent, un sol solide sous les pieds. Des mesures comme des aides directes, un revenu de base ou un meilleur accès gratuit à la santé et à l'éducation seraient plus directs. Et donc, les politiques de redistribution seraient efficaces, non pas parce qu'elles font baisser l'indice de Gini. Mais parce qu'en pratique, elles sortent les gens de la précarité. C'est ça l'effet principal. L'objectif prioritaire serait de rehausser le plancher pour tout le monde. Bien sûr, ça reste une seule méta-analyse, même si elle est gigantesque. Les auteurs doivent bien mentionner quelques limites à leur propre travail. Oui, bien sûr, et ils sont très honnêtes là-dessus. La principale limite, c'est que la quasi-totalité des études sont observationnelles. Elles montrent des corrélations, pas des liens cause à effet. D'accord. Et comme on l'a dit, la qualité des études de base est très inégale. Mais la puissance de leur analyse, la solidité de leur correction statistique et la confirmation des modérateurs sur une autre base de données, tout ça invite vraiment à repenser ce qu'on croyait savoir. Pour conclure, donc, le récit simple et direct, qu'on entend si souvent, plus d'inégalités, c'est automatiquement plus de souffrance psychologique. Est au mieux une simplification extrême. Au pire, une idée fausse. C'est exactement ça. La relation est complexe et, surtout, elle dépend du contexte. Ce narratif du lien universel semble largement surestimé, en grande partie à cause de ce fameux biais de publication qui a orienté la recherche dans une seule direction pendant des années. Le message essentiel, c'est donc que le contexte est roi. L'impact de l'inégalité sur notre morale dépend de notre situation personnelle. Suis-je pauvre, et du climat économique général. L'économie est-elle stable ou en crise? L'inégalité n'est pas un poison universel, c'est un amplificateur de mots qui existent déjà. Et ça nous laisse avec une dernière question pour la route. Une pensée à méditer. Oui, si le vrai problème ce n'est pas tant l'inégalité en soi, mais la façon dont on la perçoit quand on est dans une situation de précarité ou d'instabilité. Alors, Alors on peut se poser une question un peu dérangeante. Notre discours public est constamment focalisé sur les écarts, sur les 1%, sur les ultra-riches. Quel rôle joue-t-il? où voulez-vous en venir? En insistant sans cesse sur l'inégalité relative, plutôt que sur le plancher de la pauvreté absolue, est-ce qu'on ne nourrit pas paradoxalement une partie de l'anxiété et du ressentiment qu'on prétend vouloir combattre? La question reste ouverte.